Alors, Fashion Black, c'est un magazine de mode et culture qui s'adresse principalement aux personnes qu'on appelle des afropolitains. À savoir, c'est un mélange entre des personnes qui sont cosmopolites, mais d'un point de vue, avec une perspective africaine en fait. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment de parler de mode, de beauté, de lifestyle. Et tout simplement parce que voilà, c'est parti d'un constat, on s'est dit les magazines occidentaux, on les lit et on les apprécie. Et les magazines afro ne nous convenaient pas forcément. Donc on a essayé de faire un pont entre les deux cultures. Et essentiellement, voilà, ce qu'on retrouve dans le magazine, ça va être des designers afro, aussi bien du Dior et du Chanel. On couvre toutes les Fashion Week, Paris, Londres, Milan, mais aussi Lagos, Johannesburg. On sera à la Congo Fashion Week dans une semaine par exemple. Donc c'est vraiment un magazine qui est au carrefour entre les deux cultures et qui parle à des personnes qui sont afropolitaines et qui l'assument parfaitement. Alors, on a un parcours assez organique, dans le sens où on ne s'est pas levé un matin et on s'est dit, ah, on va faire un magazine de mode qu'on va vendre en kiosque, en 50 000 exemplaires, et allons-y, soyons fous. C'est pas du tout ça. En fait, c'est constat sur constat sur constat. Le blog, donc Paola était à l'origine donc de la toute première plateforme Fashion Black, c'était un blog sur Skyrock Blog à l'époque. Donc on est un peu loin du magazine. Et le constat, c'était que les blogs de street style commençaient à être relativement réputés. Mais surtout les blogs qu'on voyait justement sur Skyrock Blog, on ne retrouvait pas de personnes afro. Et le constat, c'était un peu étrange pour nous, sachant que l'apparence, bien s'habiller, etc., prendre soin de soi, c'est quelque chose qui est assez inhérent à notre entourage et à tout ce qu'on sait de la culture africaine. Donc on s'est dit, voilà, il y a une espèce de décalage entre les deux, entre la réalité et la représentation. Donc elle a commencé par là et c'était simplement des photos. Donc du street style, c'est juste des photos de personnes dans la rue, on leur pose 2-3 questions. Donc à la base c'était ça. Elle était juste, disons, plus à titre personnel, quoi. C'était juste... C'était à titre personnel et oui et non, c'était un hobby, mais il y avait quand même, l'intention était la même. Et je pense que c'est ça qui est assez intéressant dans le concept, c'est qu'on a eu beaucoup de support, mais le concept, le fil conducteur reste le même, parce que je pense que le concept est relativement fort. Donc c'est un blog, donc simplement des photos freestyle, on pose d'autres questions, voilà, chacun se présente, donne son âge, et ensuite il dit mon icône de style, blablabla, etc., mes marques préférées. Puis de fil en aiguille, ça a ajouté 1-2 articles de tendance, et après, donc Patrick et moi, les deux autres fondateurs, on est rentrés justement pour donner un coup de main parce qu'on a des compétences relativement différentes. Patrick, lui, travaille plus la partie technique. Donc il monte le magazine, il a créé le site internet, etc. Moi j'étais en école de commerce, donc voilà, c'était plus cet aspect-là. Et Paola, bon, aujourd'hui c'est la rédactrice en chef, donc c'est plus l'aspect éditorial. Et très vite s'est posé le problème de la plateforme, parce que non seulement un blog, bon maintenant les blogs c'est relativement flexible, mais en tout cas sur la plateforme Skyrock Blog, il y a toujours pas beaucoup de flexibilité. Le template est le même, donc il n'y avait pas grand chose à faire dessus. Et donc très vite on s'est dit, bon, on va faire autre chose, et on va lancer notre propre site internet. Donc on a lancé le site internet le 14 septembre 2008. Et puis, de la même façon, un site internet n'était pas très adapté pour ce que nous on faisait, parce qu'on avait déjà, je pense, l'esprit du magazine, l'envie de faire un magazine, mais du coup, voilà, c'est de la photo, c'est de l'article, etc. Donc le format magazine est beaucoup plus adapté. Enfin, on trouvait qu'il était plus adapté qu'un simple site. Donc on a créé un magazine digital. Puis, en fait, qu'on soit sur Internet, on avait beaucoup de visiteurs étrangers, en fait, notamment anglophones. Et comme on connaît leur dynamisme, ils disaient oui, on adore, blablabla, mais on comprend rien parce que c'est en français. Donc on a introduit la version anglaise du magazine en 2010.
avec Solange Knowles en cover justement. On l'a shooté à New York, on a fait une interview, etc. C'est comme ça qu'on s'est introduit en anglais. Et donc ensuite on a continué à évoluer. Et en 2011, on s'est dit que, en fait, plus par nécessité, je pense que par croissance du projet en lui-même. On était un projet qui était très circonscrit dans le sens où on était une niche dans la niche de la niche, à savoir on était un magazine ethnique, on était un magazine de mode, on était un magazine en ligne. Les gens ne comprenaient pas trop ce que c'était. Bon, on avait beaucoup d'abonnés sur Facebook par exemple, ils ne savaient pas trop est-ce qu'on a un magazine digital. Quand tu vois un magazine digital, ils disent mais est-ce que c'est aussi en print? Bref, les gens ne comprenaient pas trop. Et c'est vrai que déjà des magazines, même destinés à la population blanche, ici en France, de mode, en ligne, il n'y en a pas beaucoup, et il n'y en avait pas beaucoup à l'époque non plus. Donc on s'est dit, il faut qu'on sorte un peu de ce carcan-là, il faut qu'on ait au moins... En fait, il fallait qu'on ait au moins un point de différenciation qui soit compréhensible pour les gens. C'est-à-dire être mode, ethnique, en ligne. Quelque chose d'original, quoi, quelque chose de particulier. C'était un peu... Ça embrouillait un peu les gens, je pense. Donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est, du coup, il faut qu'on évolue, pour le côté annonceur aussi, tout simplement parce que, malgré ce que les gens pensent, la presse, surtout la presse magazine, n'est pas du tout morte. Donc on s'est dit, on va tenter le print. On s'est dit qu'on va tenter le print, mais évidemment on n'avait pas d'argent. Donc on s'est dit, pour nous c'était assez évident. On avait déjà beaucoup travaillé en ligne, donc on avait déjà un gros réseau. On avait beaucoup de personnes, de followers sur Facebook, sur Twitter. On s'est dit on va faire quelque chose de participatif. Parce que depuis le départ, le concept était participatif. Au départ, c'est aussi beaucoup poser les lecteurs, etc. Donc on s'est dit, pour nous c'était assez évident. Donc on a lancé la campagne Kickstarter en juin. Et jusqu'en août, on avait je pense 60 jours, parce qu'en fait le concept de Kickstarter c'est soit on lève tout, soit on lève rien. Ce qui est assez intelligent en soi d'ailleurs, parce que si on demande une somme c'est pour faire quelque chose. Donc si on n'a que la moitié de la somme, ça veut dire qu'on va pas faire, on peut pas faire un demi-produit. Donc on a levé 45 000 $ et ça a servi à financer notre premier numéro, notre deuxième numéro en partie. Donc voilà. Alors, le concept afropéen, c'est quelque chose, je pense, qui est, comme je dis, le concept du magazine part d'un besoin ou d'un constat, mais c'est quelque chose que je pense qui nous représente assez, nous, dans l'équipe. Donc c'est simplement une façon d'être, c'est quelqu'un qui a des racines africaines, c'est quelqu'un qui vit en Europe. Je pense que c'est un état d'esprit aussi, parce que bon, c'est pour ça qu'on parle du terme afropolitain maintenant plus qu'afropéen, parce que afropéen ça circonscrit à un continent, alors que dans l'esprit afropolitain, ça veut dire on peut être afropolitain et vivre au Nigeria et vivre au Cameroun. C'est un état d'esprit en fait, c'est simplement quelqu'un qui est cosmopolite, qui, peu importe qu'il soit né en Afrique ou qu'il est d'origine africaine, mais qui a cette perspective africaine et qui est pourtant ouvert sur le monde en fait. Donc un Afropéen, c'est un métis Afrique, Europe, et c'est un mélange de culture et de points de vue, mais je pense que voilà, nous on aime à penser qu'en fait les gens ils sont des citoyens du monde, et il advient voilà, que nous, on soit des citoyens, mais on vient d'Afrique et justement on a cette ouverture d'esprit et on a cette capacité justement à mixer les influences et les origines. Les trois cofondateurs, on est tous les trois d'origine camerounaise. D'accord. Et dans l'ensemble, on a, je dirais 50%. On a deux autres rédacteurs, notre rédac chef mode et notre rédac mode afro, qui s'occupe aussi des parties beauté. Ils sont tous les deux camerounais, ils sont d'origine.
Et après, c'est assez varié. On a des personnes d'origine congolaise, entier. Alors les apéros, le concept, je pense que c'était... en fait, on voulait absolument commencer à organiser des événements parce qu'on s'est dit... nous, on est un peu les geeks, entre guillemets. On s'est beaucoup concentré sur le produit en amont. Et on est né d'Internet aussi, donc on était un peu, voilà, beaucoup en retrait, beaucoup derrière les ordi. Mais je pense aussi qu'il fallait prendre de l'assurance dans le sens où on n'est pas fan de... Même si on est dans l'industrie de la mode où c'est beaucoup de networking et de... m'as-tu vu, etc. Nous, c'est pas vraiment notre intérêt premier, c'était de faire un produit qui soit cohérent et qui soit bien. Et je pense que pour arriver voilà, aujourd'hui au produit qu'on peut tenir entre nos mains et on dit ok, là c'est un bon produit, on a mis beaucoup de temps. Et donc entre-temps, voilà, on ne se sentait pas forcément de faire des événements ou de sortir ou de rencontrer des gens quand on n'a pas forcément l'assurance de dire ok, moi je travaille chez Facebook, mais bon, je suis pas trop sûre de ce que je fais. Donc c'est plus ça. Et du coup là on s'est dit bon là je pense que c'est le moment, on a un bon produit, on a une marque qui est forte. On peut commencer à faire des événements et surtout qu'il y a un créneau qui est relativement vaste pour nous, autant pour le magazine que pour l'événementiel. Il y a très peu de choses qualitatives, que ce soit des conférences, des apéros comme on en a fait, qui traitent de ces sujets-là. Bon, évidemment, nous, on ne va pas aller parler de politique ou de sujets de société, ça ne nous concerne pas, c'est pas notre cœur de métier, mais ne serait-ce que tout ce qui est beauté, tout ce qui est culture, ça reste encore des trucs qui sont des événements qui sont très sporadiques. Donc on s'est dit, comment commencer à faire quelque chose, comment commencer à faire de l'événementiel, mais sans commencer par une conférence où il faut 1000 personnes, alors que c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Nous, on sait faire du magazine, on ne sait pas faire de conférences ou de l'événementiel. Donc on a commencé par quelque chose de très facile. Enfin, très facile, c'était un peu plus compliqué après en pratique, mais quelque chose qui nous semblait plus simple à faire, quelque chose de plus convivial aussi. Donc on s'est dit, bon, c'est l'été, on y a pensé 3 semaines avant et on a dit, voilà, on va faire des apéros. Et pour que, voilà, le but aussi, c'est de l'instance. Donc à chaque fois, on s'est dit, voilà, on va faire un thème, on va faire un débat, que les gens puissent parler avant et après, qu'ils puissent échanger, qu'ils puissent networker un peu. Donc c'est de là qu'est venue l'idée d'apéro, surtout c'est parce qu'on voulait commencer à faire des événements. On a c'était d'échanger avec tout le monde. Donc après évidemment les gens vont, c'est pas seulement pour qu'ils échangent avec nous, les gens vont échanger entre eux. Donc le but c'était vraiment de rencontrer les gens en fait, et de mettre que les gens déjà puissent mettre une tête sur un nom, que nous on puisse aussi voir les gens, avoir leur point de vue, etc. Donc après c'est vrai que les gens ont pas mal, il y avait pas mal de choses à dire. Donc, après ce qui est intéressant c'est que ceux qui étaient là, c'est pour un intérêt commun. Donc, sur des choses voilà, qu'on n'avait pas forcément pensé ou quoi que ce soit. Donc c'était vraiment bien. Ça s'est passé, on n'avait pas d'attente en le faisant. On n'était pas, on n'avait pas d'attente, c'était quelque chose qui était vraiment, quand je dis vraiment, c'était convivial parce que c'était pas déjà un événement, par exemple, c'est pas un événement, il n'y a pas la pression de l'événement, par exemple, qui est payant, où, je sais pas, on loue une salle et il faut rentabiliser, est-ce qu'on a eu le temps d'entrer, etc., etc. Non, c'était un événement qui était ouvert, c'était gratuit, les gens pouvaient s'inscrire, bon, les inscriptions étaient pleines pour la plupart au bout de 2 jours, donc on n'a pas eu de problème pour, entre guillemets, remplir la salle. Après, c'est vrai que voilà, sur le premier événement, enfin, il y avait plus de monde sur le troisième événement que sur le premier parce que entre ceux, justement, comme c'est pas payant, les gens s'inscrivent, ils ne vont pas forcément venir parce que bon, c'est juste un nom sur une liste, donc il n'y a pas d'engagement. Donc, et après, on a rajouté quelques places, donc voilà, on a un peu comblé, mais on a fait ça le comble, les gens y participaient. Après, c'est vrai que après, il y a forcément des petits problèmes d'organisation pour chaque événement, mais en tout cas, les retours étaient vraiment excellents, donc on n'a pas, de ce côté-là, nous, on était contents.
Alors, le numéro de septembre, alors premièrement, les numéros de septembre, septembre, c'est la rentrée mode, donc c'est le numéro le plus important de l'année pour tous les magazines de mode, et bon, ça commence aussi à dériver pour tous les magazines féminins. Bon, parce que c'est la rentrée, hein, c'est la rentrée mode, mais c'est aussi la rentrée tout simplement pour tout le monde. Donc, c'est là qu'on fait les revues de tendance. Voilà, on dit ce qui sera dans la tendance, ce qu'il faut porter, etc. Donc on a pas mal de wishlist autour des tendances phares de la saison. En cover, on a mis une top modèle qui s'appelle Cécile Lopez, donc qui a déjà défilé donc, pour Hermès, Jean-Paul Gaultier, qui a fait la couverture du fameux Vogue Italie, je pense que c'était en 2009 ou 2010. En tout cas, c'était le Vogue Italie All Black, où justement ils avaient mis que des modèles noirs. Et, en 2010. Ouais, et je sais plus. Très honnêtement, je me rappelle plus. Et voilà, donc elle était l'une des. Il y avait 4 covers. Donc, je pense qu'il y avait Cécile, Jordan, qui d'autre? Sunnyman. L'extrême, je me souviens plus. Mais donc voilà, et c'est vraiment une super modèle, comme on dit aux États-Unis. Et donc on l'a mis en cover parce que, bon, parce qu'en septembre aussi on essaye de mettre pas forcément des célébrités, mais on ne veut pas trop tomber dans la tendance de mettre que des célébrités en cover, parce que je pense que pour un magazine c'est aussi important d'avoir une identité forte. Or la célébrité fait vendre, mais est-ce qu'on a un magazine de mode, est-ce qu'on a un magazine people, les gens, voilà, il ne faut pas que ce soit confus. Donc on essaye de garder un bon ratio. Pour le numéro de novembre-décembre, par exemple, on aura une célébrité, et donc on essaie un peu d'alterner les deux. Mais voilà, essentiellement, on a voulu aussi renflouer la partie culture et lifestyle, parce qu'on essaye de, voilà, de faire un peu pencher la balance, et d'être un magazine mode et lifestyle plus que simplement mode et beauté, avec une petite partie culture qui reste encore, je pense, le parent pauvre, mais qu'on essaye de toute façon on essaye de gonfler un peu toutes les parties, sachant que la partie mode on est déjà calé, on a un bon rythme, etc. Mais c'est vrai que beauté et culture, on essaye beauté tout simplement parce que c'est là où les gens sont les plus demandeurs, que ce soit de conseils, que ce soit de produits, etc. Et culture aussi, parce qu'on pense que c'est relativement important, que ce soit culture, donc tout ce qui est cinéma, littérature, Après, musique. c'est aussi une façon de se démarquer en quelque sorte. La plupart des magazines, je pense que c'est un magazine, c'est être plus un magazine lifestyle, donc c'est un magazine qui est complet, c'est un magazine où voilà, je prends le magazine, voilà, je sais où je peux, et de dire qu'on retrouve tout ça dans un seul média. Donc, et c'est aussi l'idée de notre nouveau site qu'on va lancer, je pense, la semaine prochaine, j'espère, enfin, parce qu'on a toujours un peu de retard, et qui sera vraiment bien. Je suis vraiment contente du site, et qui sera, je pense, ouais, la première plateforme mode, beauté et lifestyle afro. Parce qu'on a beaucoup, en fait, dans l'univers afro, il y a beaucoup de... comment dire, il y a des blogs où on va aller, et il sera francophone et anglophone. Donc il y a des blogs où on va aller parce que voilà, c'est un blog mode, je pense à un blog comme The Fashion Brand qui est un blog afro-américain et qui est hyper visité. Donc on va aller là-bas pour la mode, on va aller ailleurs pour la beauté. C'est un peu, voilà, c'est morcelé, et on essaye de faire vraiment un vrai portail qui se présente comme un portail. Je veux dire, quand on va voilà, sur tout ce qui est style.com, vogue.com, voilà, c'est des portails, c'est massif, il y a toute l'info qu'il faut, voilà, tout ce qui tourne autour de l'univers de la mode, de la beauté, du lifestyle. Donc c'est vraiment ce qu'on veut faire, et qui n'existe pas bizarrement, soit du côté anglophone, soit du côté francophone, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. En général, voilà, il y a des magazines, ils ont des blogs, ou alors leur présence sur Internet est relativement... C'est un peu
un magazine comme Arise, par exemple, voilà, c'est un très beau magazine, etc. Ils ont un site internet, mais voilà, parfois c'est un peu laissé à l'abandon, c'est pas mis à jour régulièrement. Voilà, on a vraiment ce genre de problème. Je pense que bon, pour tous les médias afro, dans tous les cas, c'est pas à quelques exceptions près. Je pense à des médias surtout d'information. Il y en a qui sont relativement bien mis à jour et bien fournis, mais c'est vrai qu'en général, la présence sur Internet ne suit pas. Mais est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire un pas en arrière, puisque vous êtes quitté du blog au magazine presse Ce serait un peu dément de dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, on part et on se met sur Internet et on ferme le site Internet et on est, pardon, on part et on se met sur print et on ferme le site Internet et on n'est plus sur Internet. C'est pas ce qu'on a voulu faire. Et si c'était ce qu'on avait voulu faire, ça veut dire qu'on n'aurait pas compris grand-chose. Le but, c'est pas... parce que déjà, ça veut dire que c'est plutôt nous qui aurons fait 10 ans en arrière si on se dit, bon, on fait juste du print, on fait pas de web. Le but, c'était vraiment d'ajouter un étendard à notre portfolio, à notre marque. C'est-à-dire qu'avoir un magazine print, quoi qu'on en dise, par rapport au web, c'est une valeur ajoutée incroyable. C'est-à-dire que les annonceurs, les lecteurs, enfin, voilà, les gens, ils veulent toujours avoir un magazine, ils veulent toucher. C'est de l'image, donc ça s'ouvre, ça se regarde. Enfin, les gens arrachent les pages, les gardent, etc. Le rapport est complètement différent. Et donc, on a un magazine qui reste en taille réduite. Je pense pas on fera jamais 500 000 exemplaires. Par contre, ça reste un autre point d'accroche pour la marque, mais le site internet et la présence internet reste primordiale. C'est pour ça que voilà, on est toujours hyper présent sur Facebook, on est toujours sur Twitter, parce que voilà, on est sur presque tous les réseaux sociaux, je pense. On est sur Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr et Instagram. Donc on comprend comment ça fonctionne. On a simplement choisi de créer un autre porte-drapeau. Mais l'idée, c'était pas du tout de dire on quitte le web, on va sur le print. Non, on se diversifie et c'est en complémentarité. C'est deux médias qui n'ont presque rien à voir, dans le sens où voilà, on va faire des articles de fond, on va faire des focus. Comme je dis, c'est là qu'on va mettre nos meilleurs éditos, de la photo sur le print. Et sur le web, ça va être de la brève en gros. Ça va être beaucoup de news, ce qui se passe à l'instant. Ça va être des photos de défilés. Les photos qu'on ne peut pas mettre, par exemple, toutes les photos dans le magazine. Dans le magazine, ce qu'on fait, c'est on a les défilés, on retient la tendance et on fait un article dessus. Alors que sur le web, par exemple, on va mettre toutes les photos de défilés. Tel défilé aujourd'hui, suivez tous les défilés à l'heure près et vous regardez toutes les photos. Et voilà, donc c'est deux modes de fonctionnement qui sont différents et on essaie de faire en sorte qu'évidemment les deux ne se cannibalisent pas. Mais voilà, c'est en complémentarité, c'est pas une opposition. Je reviens sur un petit détail que vous avez mentionné tout à l'heure. Dans l'expérience, vous ne pensez pas être capable de gérer 500 000 exemplaires? Alors aujourd'hui, on ne peut clairement pas. On n'a ni les moyens, ni la logistique, ni je pense d'abord la notoriété d'eux. Si on fait 500 000 exemplaires, je pense que c'est 500 000 exemplaires à perte. Parce que les lecteurs, on les a pas encore. En fait, là où je veux en venir, c'est quoi? Est-ce que vous êtes bloqué au nombre d'exemplaires que vous jouez sur des... Non, on n'est pas bloqué parce que, premièrement, si on travaille, quand on a un propriétaire, voilà, le but c'est de dire, on travaille aussi la distribution en Afrique par exemple. On va travailler en Europe, on est distribué aux États-Unis, au Canada. Donc déjà, si on est sur tous ces territoires-là, c'est pour être amené à évoluer. Donc de toute façon, en termes de quantité, on va évoluer. Donc les 500 000 exemplaires, c'est pas pour demain, ce sera peut-être pour un jour, mais je pense que dans tous les cas, au vu de l'évolution des médias, etc., le print de toute façon n'a pas vocation à faire comme il faisait il y a 10 ans 1 million d'exemplaires. Donc après, peut-être de par la particularité aussi du média, comme on est sur plusieurs continents et sur plusieurs cibles, on peut, comment dire, là où un Vogue France, par exemple, ne dessert que la France, donc dans tous les cas, ils ne pourront jamais faire 1 million parce qu'ils sont contraints à une zone géographique. Nous, on va peut-être desservir plus de personnes, donc on peut faire plus en nombre. Mais dans l'idée, c'est quand même que le magazine reste le produit le plus haut de gamme
qu'on puisse proposer. Et c'est celui qui est le plus haut de gamme en termes voilà, enfin, il est payant, alors que voilà, le site internet, on clique, on a accès, il n'y a pas vraiment de barrière. Donc ce sera forcément le produit le plus haut de gamme et le plus exclusif, entre guillemets. Donc, et même en soi, c'est un produit haut de gamme. Donc il n'est pas, comme je dis, c'est pas grand public, donc je pense pas qu'on pourra, en termes de quantité, en faire 1 million, parce que je dis, même si on distribue en Afrique on distribuera dans certains lieux, à certaines personnes, donc par pays, on ne fera pas non plus des quantités énormes. Donc je pense que, en toute logique, les quantités sont pas amenées à être incroyablement élevées, mais c'est clair que bon, pour le moment, à l'heure d'aujourd'hui, c'est clairement une question de... Ça fait aussi le choix de faire des éditions limitées, super limitées, pour une cible choisie. Le but, en fait, c'est, je pense, on veut pas, je pense pas qu'on soit dans l'exclusif au sens d'exclure les gens. Je pense pas qu'on soit dans l'esprit de faire des éditions limitées et après c'est sold out, personne ne peut plus y avoir accès. Je pense que dans la mesure du possible, on aimerait servir tout le monde, mais je pense aussi que, en toute logique, ce ne sera pas des quantités mirobolantes, quoi. Le but, c'est-à-dire que voilà, dans la tête, je sais déjà qu'on n'atteindra pas certaines quantités, on va forcément évoluer, voire doubler, tripler, mais ce sera jamais... de par aussi la nature du magazine, hein, c'est-à-dire qu'un Vogue ne vend pas autant qu'un Glamour. Un Glamour, et Vogue tient bien moins de 100 000 exemplaires, je pense. Glamour est à 500 000, c'est un féminin, donc c'est grand public, ça parle des sujets de société, alors que Vogue, voilà, parle de vêtements, c'est très luxe, c'est très cher, enfin pas forcément en termes de magazine même, mais en termes d'univers, en termes de ce qu'ils vendent, les produits répertoriés, etc. Donc évidemment, une minette de 16 ans peut l'acheter, pour celle qui a l'esprit tourné vers ça, mais c'est déjà une affinité, c'est comme, je sais pas, un magazine de voiture, c'est des magazines affinitaires, donc par nature, ils ne sont pas destinés à être distribués en masse, là où un féminin est distribué plus en masse, et par exemple un quotidien est encore plus distribué en masse, parce que là, ça va être des sujets politique, société, etc. Donc c'est plus aussi la nature du magazine qui fait que on sait très bien qu'on ne parle pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas intéressé par un magazine de mode, tout le monde, c'est pas le but. Donc ça on le sait, et donc c'est des paramètres qui rentrent en jeu, et c'est surtout aussi pour ça que je dis que on ne sera jamais distribué en masse. C'est plus par nature qu'autre chose. Il y a beaucoup de noir, donc c'est malheureusement très sombre. Il y a beaucoup de wishes noirs justement dans le numéro. Il y a quoi d'autre dans le numéro de mémoire? Il y a du tartan, il y a des jupes et des robes à fente, il y a quoi d'autre? Bon, après pour les manteaux, bon après automne-hiver, voilà, après évidemment ça va toujours être les manteaux, donc des capes, des manteaux en tartan. Après, après ça c'est un avis personnel aussi sur la mode, je pense que il y a beaucoup de... Après, comme je dis, le noir est beaucoup est très présent. Donc je pense qu'on peut à chaque fois donner une ou deux grosses tendances. Mais après, c'est les mêmes tendances qui reviennent à chaque fois. Soit c'est la même tendance de la saison dernière qui perdure, soit c'est une tendance d'il y a 2 saisons, soit c'est... Donc voilà. Il y a aussi beaucoup de grunge. Beaucoup de grunge. Mais bon, après voilà, c'est un peu un mix. Chacun choisit ce qu'il veut. Hein. C'est pas... Je pense que c'est aussi... qui va avec sa personnalité, parce que moi j'ai souvent l'habitude de dire la mode c'est une personnalité. Ah ouais, c'est ça. C'est une personnalité, tu t'exprimes par ce que tu mets, tu t'exprimes par ce que tu choisis de mettre, qui te met en valeur, voilà quoi. C'est exactement ça. Et je pense qu'après, on essaie aussi, voilà, dans le magazine, on élargit au maximum. C'est de dire que... Parce qu'en fait, des fois, j'ai un peu l'impression que on a beaucoup de stéréotypes nous-mêmes, les Noirs,
en gros les noirs font ci, les noirs font pas ça, machin. Et nous on est très... En fait on a un magazine de mode avant d'être un magazine destiné à la communauté afro, avant toute chose. Donc ce qu'on fait, c'est on parle de mode parce qu'on estime que la personne qui nous lit, elle a la dextérité d'esprit et elle a la capacité de dire ah, ok, moi je veux porter ci, moi je veux mixer avec ça et moi je fais ça. Et c'est pas ah non, les noirs ils vont pas porter ce genre de pantalon, c'est bizarre. Non, on n'est pas, parce que si on part de là, ça veut dire que déjà la moitié des tendances on les a éliminées. Voilà. Voilà. Et il y a des shoots qui sont très arty et les gens disent oui, mais est-ce que ça on porte? Nous on dit il y a beaucoup d'éditos, il y a des éditos qui sont très entre guillemets je qualifierais de pratique, c'est-à-dire il y a un édito par exemple, notre rédac chef fait beaucoup ça à chaque fois, elle fait des éditos en gros, c'est vraiment les tendances et c'est comment c'est porté. Donc là c'est très pratique, en gros on peut à la limite sortir dans la rue comme ça. Après il y a des choses qui sont très arty et non, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, il ne faut pas aller se peindre le visage en je sais pas trop quoi et faire des punks parce que non, c'est juste un édito, c'est juste de l'inspiration et mais on le fait parce que bon évidemment on sait qu'on aura des remarques et tout, mais on sait aussi que la personne qui lit aura voilà, elle va comprendre que voilà, c'est juste quelque chose qui est inspirant, mais il ne s'agit pas non plus d'aller reproduire exactement la même chose. Donc c'est plus ça, c'est de dire on vous donne la liberté d'être la personne que vous voulez être et parce qu'on sait que voilà on aussi on pense aussi que voilà le lecteur a cette intelligence là, je pense qu'on lui donne ce crédit parce que je pense que dans beaucoup de enfin et après je sais pas si c'est qui ne donne pas le crédit ou ils pensent que les gens sont un peu idiots, mais il y a des magazines où on lit et on se dit c'est un peu limité, c'est un peu simplet et la personne qui le lit a déjà la capacité de critiquer et là je pense qu'il y a un problème parce que le magazine ne s'élève pas là où il doit être. Ouais. Et du coup, c'est un peu, ça reste médiocre et je pense que c'est le problème de beaucoup de magazines afro. Ça reste très bon. En gros, on donne un peu au peuple ce qu'on peut lui donner. On n'en fait pas trop, on s'en fout. Et puis de toute façon, bon, je pense qu'ils se disent qu'ils vendent, donc ils s'en fichent un peu. Ce qui est dommage, mais après. Au final, ça fait trop dans l'artificiel. Il n'y a plus ce côté. Mais il n'y a pas vraiment de recherche, il n'y a pas... Ouais, un peu de naturel pour toucher vraiment le public. Bah, je pense que de toute façon, quand on fait les choses de façon sincère, ça se voit. Ouais. Ou quand on fait de la recherche, c'est comme quand on fait un exposé à l'école. Hein. Si on n'a pas fait de recherche et qu'on ne sait pas de quoi on parle, ça se sent, tu vas essayer de bricoler un truc. Tu plaques, voilà. ça se voit que... Il n'y a pas de fil conducteur, il n'y a pas de... Après, tu peux avoir des fils, on y peut avoir un fil conducteur, mais... Quand tu n'as pas fait de recherche, ça se voit. Ouais. Ça se voit très vite, ça apparaît comme ça. Non, il n'y a pas de profondeur. Et après, je pense que c'est dommage parce que les gens, après, je ne sais pas seulement les magazines afro, mais il y a beaucoup de... Que ce soit des produits un peu... Des produits qui ne font pas vraiment sens. C'est comme quand on dit quelque chose de trop commercial. Ouais. On l'a juste fait parce que, bon, on se dit, je sais pas, ah, les baskets, ça marche, donc je vais faire des baskets. Mais c'est pas ton cœur de métier. Ça se sent, c'est pas... Et je pense que les gens qui font du commercial se disent, de toute façon, ça se vend, donc moi, je pense que c'est un peu prendre les gens pour des idiots. C'est plus ça qui me gêne, en fait. C'est de se dire que les gens seront un peu bêtes, ils comprendront pas. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup... Nous, on fait beaucoup... Enfin, on est jeunes, donc on fait beaucoup d'erreurs dans notre processus, mais voilà, on va toujours tweeter, on va toujours mettre sur Facebook, oui, on est désolé, on est en retard, parce que machin, parce que les gens sont pas bêtes, on va pas se dire... Ah non, on a 3 semaines de retard, personne ne va remarquer, on va se cacher sous un... Non, les gens, c'est ça. Et bon, après, nous, on a un peu des retours de... Qu'avec les retours et les avis, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est important, parce qu'après, en fonction de tes retours, de tes avis, tu te réajustes un tout petit peu. Ben, c'est ça. Et surtout, je pense que... Bon, après, on habitue aussi les gens, donc nous, on a un peu des retours de bâton, genre... Après, ce qui est bien, moi, j'aime bien quand il y a ces retours-là, parce que ça crée... Ça montre qu'il y a quand même cette interactivité entre les deux parties. Non, c'est clair qu'on n'est pas, en gros, on n'est pas seul. On parle pas, on converse pas seul, entre guillemets. Il y a des gens qui nous écoutent et il y a des gens qui nous parlent aussi, donc ça c'est hyper important, c'est clair. On a pas mal de... On a des projets à différents niveaux déjà, en termes simplement éditorial. Le but c'est vraiment de... En fait, on a un peu partout, nulle part à la fois, et c'est un peu difficile. On a encore, je pense, des difficultés qui sont de l'ordre logistique.
Et malheureusement, ça ne se voit pas forcément. Donc quand on va tourner les pages du magazine, tout le monde dit ah ouais, c'est super, etc. Mais il manque encore pas mal de choses comme il faut vraiment qu'on inclue au maximum les designers afro, que ce soit dans les wishlists, que ce soit dans les shootings. Après, le problème c'est que on est dans une machine qui est extrêmement bien roulée ici. C'est-à-dire que ce soit pour une wishlist ou pour un shooting, tu prends ton téléphone, tu appelles un bureau de presse, tu dis je fais les 10 tendances de la rentrée, je fais un shooting, mon thème c'est le bleu et l'or. Elle te fait une liste de tous les produits qu'elle a qui correspondent à ton thème. Et tu dis je shoot dans 10 jours. Là on a plein de sacs shopping dans le bureau. T'as un coursier qui vient, il dépose tous tes sacs avec tous les produits que tu as choisis, tu shootes, tu répertories tes trucs, tu renvoies. Voilà, c'est très simple, les gens ont très bien compris comment ça se passe, les marques ont compris comment être dans la presse, parce que évidemment ça leur apporte de l'argent. Les designers africains, c'est un autre monde, parce que pour appeler, pour avoir un shopping, machin, bon, premièrement, les designers afro en France sont beaucoup moins avancés, que ce soit en France ou en Afrique francophone, sont beaucoup moins avancés que leurs contreparties anglophones. Or, les anglophones, ils sont pas en France, donc même pour envoyer, c'est souvent un problème. Des fois, bon, quand on est bien lotis, ils sont à Londres, donc ça va encore. Des fois, ils sont au Nigeria, ils sont en Afrique du Sud. Donc pour envoyer les produits pour qu'on les shoote, s'ils les envoient pas 2 semaines à l'avance, on les a pas à temps. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il y en a certains, ils n'ont pas d'image de leurs produits HD détourés, parce que nous, pour faire une wishlist, on a besoin simplement du produit. Il ne faut pas que ce soit un produit porté, sinon après soit on le détourne. Nous, on n'a pas le temps de détourer tous les produits. Alors que ici, tu appelles le bureau de presse, il t'envoie tous les produits, soit sur un CD, soit il te met un truc en ligne, tu rentres juste des codes et voilà, tu as accès à tous les produits. Et toi, tu dis, ok, bah, dans cette wishlist-là, je vais mettre cette paire de chaussures. J'enregistre l'image, le truc est détouré, je le mets dans ma wishlist. Alors que les designers afro, ils n'ont pas. Ils n'ont pas de packshot, ils n'ont pas de produits. Donc nous, on ne peut pas les mettre dans les wishlists s'ils ne sont pas détourés. À part si on peut souvent faire la seule façon d'introduire, c'est des fois on fait des wishlists avec des photos de défilés, on peut mettre une photo de défilé, une photo de lookbook, voilà, mais il y a plein d'automatismes comme ça qui sont pas présents chez les designers africains, évidemment. On est là, on essaie de les booster et tout, mais c'est pas aussi facile, et étant donné que malheureusement l'être humain est un être d'habitude, les rédacteurs ils vont faire ce qui va aller au plus vite, donc des fois il faut qu'on les remette un peu à l'ordre, mais ça par exemple c'est un peu difficile, donc on essaye bien sûr de continuer à les inclure au maximum. On en parle aussi, bon, après ça les articles, les focus on en fait tout le temps, mais c'est vrai que les inclure voilà, au sein même du magazine dans ce sens-là, c'est un travail qu'on a encore à faire. Sur le continent, évidemment les Fashion Week, être présent pour la plupart des Fashion Week, même si évidemment le problème des Fashion Week aussi c'est qu'il y a beaucoup de Fashion Week en Afrique en naissent surtout, enfin on est encore à la période juste avant la sélection naturelle, dans le sens où on ne saura pas en fait on ne sait pas encore qui seront en gros Paris, New York, Milan, Londres d'Afrique. Donc il y a des fashion week dans tous les sens, des très bien et des vraiment pas très bien. Et donc du coup c'est couvrir ces événements, être partenaire des événements, être présent. Et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Parce que évidemment on était en train de peaufiner le produit ici, donc on ne pouvait pas être sur l'Afrique. Donc là on commence à y aller, à rencontrer les gens en direct, etc. Même s'il y a une partie qu'on a déjà rencontrée aussi, une fois de plus les Nigérians par exemple, comme ils présentent leur collection, que ce soit ici ou à New York, etc. On en a déjà rencontré une bonne partie. Mais voilà, c'est surtout rencontrer les gens. Et en termes de distribution, on est encore en train de regarder ce qui fait le plus sens pour nous. On a déjà distribué au Nigeria et en Afrique du Sud. Mais voilà, pour des pays comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal, c'est des points plus sélectifs. Donc on est vraiment en train de voir ce qui fait sens pour nous en termes de distribution. Et je pense que bon, d'ici à 2014, on sera probablement distribué un peu mieux. Enfin, distribué sur ces territoires-là et distribué un peu mieux sur les territoires où on est déjà. Mais c'est vrai que c'est assez long. Parce que ça dépend des interlocuteurs, ça dépend des pays. Voilà, il y a pas mal de choses à mettre en place, mais on y travaille.
Je sais pas répondre en termes d'échelle en fait, parce que je sais pas si on sera, comme je dis, voilà, là on est en train de travailler la distribution en Afrique, je sais pas si on sera distribué dans 10 pays, 5 pays, à quelle échelle, etc. Je pense que c'est simplement en termes de référence. C'est plus, moi mon intérêt c'est toujours, ça reste le lecteur, c'est-à-dire voilà, c'est soit la plateforme en ligne, soit le magazine, où voilà, la personne cherche quelque chose, elle se dit ah ok je vais aller sur Fashionback, parce que c'est plus une habitude de consommation qu'on est en train de créer chez les gens. Comme nous, on aime la mode, voilà, dès que j'allume mon ordi, il y a des sites que j'ouvre directement parce que je sais que je vais trouver toutes les infos dont j'ai besoin. Donc c'est vraiment être une référence et être un incontournable sur le secteur du lifestyle, de la mode et de la beauté. Et bien sûr, pour cela, ça passe vraiment par accroître la distribution, faire plus de partenariats, de la communication, etc. J'ai pas de... Alors moi, je pense que j'ai jamais de problème dans la vie, donc je pense que à partir du moment où on comprend d'où ça vient et comment les termes sont créés, il n'y a pas y a pas de malaise. Donc je pense que enfin, c'est un terme et c'est une vision, évidemment, oui, quand tu pars, c'est en gros le simple fait d'être à l'étranger, c'est tu as percé, entre guillemets. Donc c'est plus cette perception-là qui est fausse, mais que je comprends aussi parce que voilà, il y a des gens qui sont restés au pays, donc c'est un peu, pour certains, on vous crée une vie que vous n'avez pas. Euh, mais bon, ça reste de l'imaginaire, quoi, comme plein de gens en France, ils pensent aux States et ils disent, oh, les States, c'est génial. Donc bon, c'est la même chose. J'ai pas vraiment d'avis dessus parce que je trouve que c'est juste un terme enfin, moi je trouve ça marrant, donc ça me, ça me fait rire, c'est tout. C'est le seul, après j'ai pas vraiment de point de vue dessus. Euh, bon, les Benguetiers sont ceux qui sont. Bah, je sais pas après, est-ce que c'est en termes de qui veulent se lancer, qui se sont déjà lancés, ou je pense que Les deux. c'est pas essentiellement, bah déjà il faut trouver, si on veut se lancer, il faut trouver quoi faire de. Je pense premièrement il faut y aller, mais il faut y aller intelligemment. C'est le seul conseil, parce que moi je sais que j'entends toujours, oui, les gens quand ils donnent des conseils, c'est toujours allez-y, ne lâchez rien, etc. etc. Bon, moi je suis d'accord avec ça, il n'y a pas de problème, mais je pense qu'il faut le faire intelligemment. Euh, et quand on le fait bien, ça fonctionne presque toujours. Après, je peux pas dire à 100% parce que malheureusement, la vie, c'est pas forcément ça. Mais je pense que après, ça reste, c'est de la résilience, c'est de l'ambition, c'est de l'effort. Euh, et ça paye si c'est fait intelligemment. Parce que je dis pas qu'il y a des gens qui travaillent bêtement, mais je dis que si on travaille et qu'on va dans la mauvaise direction, on n'arrivera nulle part. Donc après, je pense que peu importe les conditions, enfin, je lis énormément, un peu moins en ce moment parce que j'ai pas trop le temps. Mais voilà, j'ai beaucoup de sites, je lis beaucoup de choses sur les entrepreneurs africains. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi, surtout en Afrique, qui vont se dire oui, mais en gros, oui, toi, tu as fait un magazine et en gros, comme si nous, on est privilégiés par quelque chose, les gens se rapprochent toujours à ah non, mais c'est parce que vous êtes en France. Oh non, mais on va dire oui, c'est parce que vous êtes bengueter. Oh, c'est parce que vous êtes enfant d'eux. Ah, c'est parce que vous êtes machin. Mais finalement, à part si, comme je dis, peut-être on est enfant de quelqu'un, d'un milliardaire qui dit bon, ok, tu t'assois, tu reprends les rênes et toi. À part ça, je vois pas comment quelqu'un peut. euh, c'est un concours de circonstances qui, voilà, et c'est surtout du travail. Mais quand je lis des histoires assez extraordinaires en Afrique, qui n'ont pas les mêmes circonstances, j'ai fait combien de kilomètres, il y a aussi des entrepreneurs en Chine, je veux dire, chacun a ses circonstances et il arrive à s'en sortir avec. Donc
que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Voilà, il y a beaucoup de gens qui vont dire oui, mais nous, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Quand on a envie d'entreprendre, on y arrive, quoi. C'est pas... Moi, je crois très peu à la question des circonstances parce que justement, quand on commence à entreprendre, et je parle pour nous, le nombre de situations rocambolesques est vraiment genre, on a deux doigts de dire, bon là, on peut vraiment plus, on arrête, mais quand on pousse encore, on y arrive. Voilà, c'est pas, si c'était que des circonstances, on aurait tous dit, justement, au moindre moment où ça devient difficile, on aurait tous dit, bon, moi j'arrête, c'est trop compliqué pour moi. J'étais pas très psychologiquement parce que voilà, nous, on est tous autodidactes, on savait pas que bon, il y a des choses qui se passent comme ci, comme ça, et donc quand ça tombe sur la tête, tu te dis bon. Et voilà, on se dit ok, on s'assoit, on réfléchit, et on dit on va encore pousser. Et c'est surtout, je pense, c'est ça qui me gêne le plus en fait, et c'est ça qui, je pense, est la clé de l'avancement, c'est de dire voilà, mais les circonstances sont les miennes. C'est comment, et il y a une entrepreneuse que j'aime beaucoup. Qui s'appelle Olivia Moukam. Et justement, le concept d'Arambé, c'est ça, c'est comment on transforme les problèmes en solutions. Donc, c'est de dire, ok, bon, bah, chez moi, c'est ça, 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 ça. Au lieu de dire, bon, bah, avec ça, je ne peux rien faire, c'est plutôt le contraire, c'est de dire, ça veut dire que justement, il y a des choses à régler. Et s'il y a des... ben, moi, je m'appelle Laura, j'ai 26 ans. J'ai vécu au Cameroun presque toute ma scolarité jusqu'à mon bac. J'étais à l'école française, ensuite j'ai fait une prépa, une école de commerce. Et voilà. Et si vous êtes poste ici, je m'occupe de la direction générale. Donc, je m'occupe en fait de toutes les fonctions support. C'est assez bien réparti les tâches. Donc, moi, je m'occupe de la marque en tant que business de l'entreprise. Paola s'occupe du magazine en tant que produit. Donc, la rédaction en chef, direction artistique, la ligne éditoriale pour le site et le magazine. Et Patrick, lui, s'occupe de tout ce qui est technique, donc la maquette. Il a créé le site internet. Bon, là, on a refait le site internet en agence, donc c'est pas lui, mais c'est lui qui, dans tous les cas, c'est le geek. Et c'est lui qui gère, voilà, quand il y a un problème, etc., pour tout ce qui est technique. Et du coup, voilà, après, évidemment, on est une très petite structure, donc je peux faire des articles ou je peux... S'il faut faire un montage, si je peux le faire, je le fais, mais bon, je suis pas très douée sur le design. Donc voilà. Mais essentiellement, c'est comme ça qu'on s'est réparti les tâches. Ok. Bah, c'est tout, je sais pas. Bon, non, à part vous dire merci d'être venu et bon courage pour votre site qui est très bien fait. Merci.